Bonjour, 19h, dimanche, on reprend nos habitudes. Je suis Stéphanie, bonsoir. Betty Savant de Marseille, salut. Paul Blanc, je suis d'accord avec vous, vous avez fait une remarque sur la tâture du journaliste, là. Je ne me rappelle plus qui à la télé, effectivement, il avait une drôle de couleur de cheveux. Je ne me rappelle plus, rappelez-nous son nom. Ah ouais, Guillaume Durand. Oui, il avait effectivement les cheveux marrons et la moustache blanche, c'était un peu spécial. Effectivement, on devrait changer de coiffeur. Eddie Mzali, salut. Ça va mal à Tunis? On a une grande chanteuse qui est décédée aujourd'hui, Nama. Nama, c'est la chanteuse de mon enfance, c'est celle qui était à ma bar mitzvah, qui a animé ma bar mitzvah. C'était quelqu'un de très important en Tunisie. André Besseilou, mon frère, l'ophtalmo, magnifique. Rue Rambuteau, Paris. Ouais. Zoé Gervais, salut, comment vas-tu? Frédéric, j'ai eu ta mère il y a 5 minutes, elle va mieux. Doucement, doucement. Fabienne Bernheim de Suisse. Stéphane Zagdoun, Gilou, comment vas-tu Stéphane? Ça va bien? Sowefield, le dentiste. Nina Krief, mon ami. Comment vas-tu Nina? Paul Blanc. Ouais, Paul Blanc, magnifique. Les photos de Paul Blanc le matin, c'est le bonheur du matin. Toujours de très jolies dames. Cadeau pro, salut. Ah, ça y est, c'est partagé. Jade Besneilou, ma petite nièce. Maryse, comment vas-tu Maryse? Ça va bien? Pile à l'heure, ouais, pile à l'heure, on essaye. Moi j'aime bien être au rendez-vous à l'heure. Lisa Itoun, bonsoir. Michael Besneilou, mon autre petit-neveu. Salut. Ça va Mikou? Fabien Assous. Ouais, tu as vu pour Nama, il dit, ouais, ça fait de la peine. C'est la vie. C'est un pan de notre jeunesse qui s'en va. Ruben Besneilou, toute la famille est là. Alors ce soir, il ne faut pas que je me loupe, hein, parce que tous les Besneilou sont là, alors là, il faut faire attention. Hein. Annie Taïev, salut. Corinne Lasserie, bonsoir. Votre poste, il a été passé par quelqu'un d'autre, c'est pour ça qu'il a été refusé. Je suis désolé. Stéphane Zagdoun. Eh ben oui, Corinne, je sais pas qui c'est qui vous l'a piqué, c'est Torjman. Sylvie, comment vas-tu? Tu es à Paris, tu es à Marseille? Anna Djebali, bonsoir. Comment ça va? Norbert Marek, salut. Salut Norbert. Tiens, pour l'instant, il ne faut pas aller aux résidences, Norbert. Hein. J'ai eu tout à l'heure quelqu'un qui y était. Bon, c'est pas le moment encore. Hein. Bon, comment je vais? Ben, je vais bien. Ça va. Toujours un peu effrayé par tout ce qui se passe autour de nous. Faut faire attention. Mais bon, j'essaye d'éviter de passer au travers des gouttes. Comme a dit Mia Siaoui, ben, que si on ce groupe à la fin du Covid, peut-être on va le transformer en rescapé du Covid. Je pourrais trouver son idée sympathique. Les rescapés du Covid, il y a les rescapés du Bounty, et puis les rescapés du Covid, on est toujours au milieu de la traversée. On n'a pas fini la traversée, on n'est même pas au milieu. Il faut tenir encore tout le même temps. Lilou Salem, salut. Comment ça va? Annie Paul Laloun, comment allez-vous? Ça va bien? Thierry Boujna, ça c'est ma sœur. Voilà, je vous ai dit, toute la famille Besneilou est là. On peut commencer. Pierre-Élie Benbaron, comment vas-tu? Toute la famille va bien? Ta maman va bien? Raphaël Sfaxi, salut. Moi ça va. Michel Lassin, salut, bonsoir. Annie Tayeb, comment allez-vous? Chouette idée, les rescapés du Bounty, ouais, peut-être, on va voir. Qu'on soit tous ensemble. Bruno, comment vas-tu depuis le dernier déjeuner qu'on a fait ensemble la semaine dernière? Sympathique, avec Philippe Saban et Mandy Gabaye. Nathalie Adlaoui, comment vas-tu? Tu n'étais pas là ce jour-là, le jour où j'ai déjeuné avec Bruno, il y avait Franck. Mais toi, tu n'es pas venu, tu nous as basés. François Rebibo, bonsoir.
Comment ça va? Raymond va bien? David Licia, salut. J'ai dit à ta sœur que j'étais. David, il est à New York. Alors, c'est une famille magnifique. David est à New York. La fille Arnaud est à Londres. Et Frédéric est à Londres. Et les parents sont à Tunis. Et puis, voilà, ça va. J'ai eu la maman. Tout va bien. Ahmed Abachi, bonsoir. Bonsoir Israël. Bonsoir Claude d'Allemagne. Comment allez-vous? Le 95. Gilles Ganem, salut. Annie Tayeb, François Rebibo. On se préserve, Annie Tayeb. Bien sûr, il faut se préserver. On est au milieu du gué. On a encore tout le trajet. C'est pas fini. Faire attention. Beaucoup de malades en ce moment. On va faire l'état, le point sur la situation en France. Beaucoup de malades, beaucoup de jeunes en réanimation, malheureusement. On est en train de monter dans la vague. Je sais pas si on atteint le plancher. Donnez-nous des infos moins anxiogènes. Bah oui, mais je vais vous donner des infos moins anxiogènes. Je vais vous parler du traitement, parce que maintenant le traitement, ça a bien évolué. Je vais vous montrer le traitement qui est préconisé aux États-Unis. Je vais vous montrer le traitement qu'on fait en France. Vous allez voir qu'il y a de grandes similitudes. Donc, ce dont je me plaignais il y a 3 mois, qu'il n'y ait pas d'unanimité sur un traitement à mener en ville et en réanimation, et ben maintenant, ça y est, c'est fini. On n'a pas le traitement du Covid, mais on a le traitement de tous les autres symptômes qui accompagnent cette maladie. Et donc, c'est quand même assez rassurant. Donc, vous voyez, ça sera pas trop anxiogène aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, quand même, il y a consensus sur le mode d'apparition de la maladie, l'évolution de cette maladie et les médicaments qu'il faut amener au fur et à mesure que cette maladie évolue. On va faire le point sur ça. Je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Voilà, donc je pense que ça sera plutôt optimiste. Alors Sandrine, bonsoir, cadeau pro, Madame Weber, si ça fonctionne pas de souci. Eh ben, Marielle Weber, quand même, vous n'êtes pas une novice. Marielle Weber, on la connaît depuis 3 mois, depuis le 15 mars, elle est fidèle de ce groupe. Alors elle sait plus comment faire fonctionner? Je crois pas. Hôtel résidence en décembre. Bon, on n'est pas très bien parti pour être en décembre aux résidences. Hein. Vu l'ambiance qui régnait il y a 1 heure, on n'y est pas. Hein. Claude Amer. Sonia Rod veut faire partie de la vidéo. Bah, elle a raison, pourquoi pas. On l'appellera tout à l'heure. Claude Guez, salut. Annie Tayeb, salut. Ah bah non, je l'ai vu déjà. Bon, 338 personnes. Delphine Vella Gauthier, on a eu un long entretien tout à l'heure sur le traitement, justement. J'avais dit de venir se brancher. Donc, elle est à la Marsa, à Tunis, en Tunisie, et ils sont inquiets là-bas parce que c'est très compliqué. Et il y a beaucoup de cas. Et en plus, les cliniques sont horriblement chères. Il y a l'ancien ministre, là, qui avait dit l'ancien ministre Trabelsi, qui avait dit il faudrait nationaliser les cliniques le temps du Covid avec la gratuité des cliniques pendant le temps du Covid pour les traiter. Je crois que c'est une très bonne idée pour la Tunisie. Parce que c'est pas possible, ça coûte, même avec le Sécu française, vous devez payer des honoraires en supplément. C'est trop cher. Alors je sais pas comment ça fonctionne les cliniques en Tunisie, mais je pense que c'est trop cher pour le Tunisien lambda. Et c'est pas possible que ça puisse continuer comme ça. Il faut que le gouvernement prenne des mesures et que le gouvernement agisse sur ce point de vue-là, parce que les cliniques sont très performantes en Tunisie et il faut donner sa chance à tout le monde. Voilà. Alors on est 352, donc alors juste je voulais vous parler d'Israël. Israël, vous avez vu qu'Israël ça va beaucoup mieux, hein, ça va beaucoup mieux. Ils ont eu le début de la montée en juin dernier, c'est monté. Ils étaient à un taux de positivité qui a atteint 15% et ils sont redescendus à 5%. Donc je crois que là aujourd'hui c'est le premier jour où ils ont levé le couvre-feu. Pas le couvre-feu, le confinement, et je pense que c'est le premier dimanche où les gens ont pu sortir, où ça va pas tarder en tout cas. Donc vous voyez qu'eux, ils ont eu la vague, donc juin, juillet, août, septembre, octobre, 5 mois de vague. Ils sont passés de 300 morts à plus de 2100 morts. Et ils ont eu une saturation des hôpitaux, enfin bon, comme on a eu en mars. Mais là, ça redescend grâce au confinement, essentiellement. Voilà, donc je vais vous dire que pour eux, ils commencent à respirer. Salut Pierre, j'ai vu que tu as fait une randonnée aujourd'hui Pierre.
Tu me confirmeras, mais ce que j'ai dit sur Israël, que vous êtes en train de redescendre la pente et que le confinement est en train de finir. Et tu me confirmeras par ton truc si je me trompe pas, mais je pense que vous êtes sortis maintenant doucement doucement de cette affaire. Et nous, on rentre doucement doucement. La Tunisie aussi rentre doucement doucement. Voilà. Donc c'est à notre tour d'y rentrer. Alors je voulais commencer aujourd'hui par les Covid longs. Les Covid longs, c'est quelque chose dont on a parlé depuis le début. Alors au début, au mois d'avril, mai, juin, on commençait à parler, on parlait des séquelles. On parlait pas de Covid long, on savait pas ce que c'était qu'un Covid long. On sait pas. Donc on a commencé à parler des séquelles. En fait, maintenant, on sait que ce sont des Covid longs. Et ce qu'on a pu se rendre compte, c'est que les Covid longs, ce sont des gens qui ont des symptômes quelques mois après la maladie. Alors, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que c'est pas forcément en fonction de l'intensité de la maladie que vous avez eue. Il y a des gens qui ont eu des formes assez sévères qui n'ont pas de Covid long et qui sont guéris, et d'autres qui ont eu des formes beaucoup plus légères et qui ont maintenant des Covid longs. Alors ce Covid long, pas beaucoup de gens s'y intéressent. Les hôpitaux, c'est vrai qu'ils sont affairés avec les réanimations, les malades aigus et tout ça, et peu de gens s'intéressent au Covid long, scientifique, j'entends. Et donc, c'est un problème parce qu'on en voit de plus en plus. Et là, avec la deuxième vague, ceux qui ont été atteints au mois d'août, on commence à voir une deuxième vague de Covid long. Alors, ça touche essentiellement les femmes de 40 à 60 ans et les hommes entre 30 et 50 ans. Et ça ne dépend pas du tout du niveau de maladie dont ils ont eu. Et on peut avoir une forme tout à fait bénigne et se retrouver avec des signes très 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 importants. Ce qui est aussi assez caractéristique de ces Covid longs et ce qui est exaspérant pour eux et pour les médecins, c'est que tous les examens sont normaux. C'est-à-dire que vous faites un scanner cérébral, c'est normal. Vous faites un scanner des poumons, c'est normal. Vous faites un électrocardiogramme, c'est normal. Vous faites une échographie du cœur, c'est normal. Tout est normal. Donc le problème, c'est que ces patients ont des signes cliniques, mais n'ont pas de preuves organiques de leur pathologie. Et ça, c'est assez frustrant et c'est assez inquiétant pour les patients et ça les déprime souvent. Je vais en reparler et c'est ça le problème de tous ces patients, c'est qu'ils souffrent de choses dont ils n'arrivent pas à faire la preuve. Et quand on n'arrive pas à faire la preuve de ces soucis, c'est vraiment quelque chose qui mentalement est très difficile à vivre quand on n'arrive pas à prouver qu'on est malade. Alors souvent, les gens les prennent un peu de haut, les médecins ou autres les prennent assez de haut, la famille. Ce sont des malades. Ce sont souvent des malades qui vont passer du stade d'économiquement actif à inactif sur le long terme et incapables de travailler souvent. C'est-à-dire qu'on voit des gens jeunes qui avaient des métiers très importants. J'ai vu des opticiens, j'ai vu des professeurs, j'ai vu des chefs d'entreprise qui étaient parfaitement en forme, qui étaient parfaitement économiquement actifs, qui se retrouvent du jour au lendemain comme si ils disent quelque chose s'est cassé en moi. Et ils n'arrivent plus à travailler, ils ont plus d'envie, ils ont plus d'idées, ils ont des trous de mémoire, ils n'y arrivent plus. Et ça, c'est terrible parce que ils savent pas combien de temps ça va durer. Et nous aussi, on n'a pas de réponse pour leur dire combien de temps ça va durer. Et donc, ce problème, non seulement c'est un problème de maladie, mais c'est un problème économique aussi pour eux parce qu'ils se retrouvent dans une situation où ils sont économiquement inactifs. Ils n'arrivent pas à travailler, ils se font des arrêts de travail, alors que ce sont des gens très dynamiques. On voit, moi quand je les vois au cabinet, ce sont des gens on voit que ce sont des travailleurs, c'est pas des glandeurs, c'est pas des gens qui cherchent l'arrêt de travail, c'est pas des gens qui cherchent à se... Non, mais ils y arrivent pas. Alors quelles sont les manifestations de ces Covid longs? Alors les Covid longs peuvent avoir beaucoup de manifestations, bien sûr. Ils peuvent avoir des manifestations cardiaques, des palpitations, des douleurs thoraciques, des oppressions. Et quand on leur fait... Alors, il faut faire un bilan cardiaque. De toute façon, quand vous êtes Covid long, il faut faire tous les examens. Je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, je vous le répète encore aujourd'hui. Faites les examens. Donc, il faut faire un électrocardiogramme, un écho-holter, un holter, une échocardiographie, une écho du cœur,
et voire même un IRM du cœur si votre cardiologue le souhaite, le préconise. Et tout ça est le plus souvent normal, mais il faut le faire. Alors, pour ces gens qui ont ces problèmes-là, qu'est-ce qu'il faut conseiller? Il faut conseiller une réadaptation cardiovasculaire. Une réadaptation cardiovasculaire, c'est un ensemble d'exercices d'activités qui sont nécessaires pour influencer le processus évolutif favorable. C'est-à-dire, on va vous faire du sport, on va vous faire marcher, on va vous faire respirer, on va vous faire plein d'activités qui permettent une réadaptation de votre corps. Ça, c'est pour ceux qui ont des manifestations cardiaques. Pour ceux qui ont des manifestations pulmonaires, c'est-à-dire qui se sentent oppressés, qui se sentent essoufflés, qui sentent que le souffle court, il faut savoir que dans la maladie du Covid, vous savez, au début, on fait les scanners, on trouve des images en verre des polis qui peuvent prendre 20, 30, 40, 50, 60% des poumons, même jusqu'à 75% des poumons. Ces images vont régresser. De même que même s'il apparaît une fibrose dans les suites, elle va régresser. Donc si on refait à ces Covid longs, on fait un scanner 3 mois après, on va voir que toutes les images pulmonaires ont régressé. Elles sont toutes normales maintenant. Et pourtant, elles continuent à se plaindre. Donc là aussi, il faut aussi qu'ils fassent leur réadaptation pulmonaire. Il y a des services dans les services de pneumologie de réadaptation pulmonaire pour les bronchites chroniques, pour ce genre de patients qui ont une insuffisance respiratoire chronique. Eh bien, il faut passer par là. Il faut faire de la kiné respiratoire, il faut faire de l'exercice, il faut faire ça. Il faut quand même s'occuper de ces gens et leur faire de la rééducation, même si toutes les explorations fonctionnelles respiratoires sont normales, les scanners sont normaux, tout est normal, et pourtant il faut leur faire de la rééducation. Donc ça, c'est pour les problèmes pulmonaires. Qu'est-ce qui présente aussi les Covid longs? Surtout des problèmes neuropsychiques. Ils sont anxieux, sont déprimés. Ils ont ce qu'on appelle un syndrome de stress post-traumatique. Ils sont fatigués. Ils ont un trouble de l'humeur. Des paniques attaques, c'est-à-dire qu'ils se stressent comme ça. Ils ont des problèmes de mémoire. Ces gens ont quelque chose de cassé en eux. Il faut les croire. Il faut les croire. Même vous, dans votre famille, si vous avez un Covid long, il faut les croire. Ils ont quelque chose de cassé en eux. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est cassé. Je ne sais pas comment ça s'est produit. En tout cas, ce ne sont plus les mêmes. Ce ne sont plus les mêmes. Donc, il faut savoir le faire. Il faut savoir constater cet état. Et l'Académie de médecine recommande pour ce genre de patients un soutien psychologique. Donc, il ne faut pas hésiter à voir. C'est comme un trauma post-deuil ou post-séparation ou quoi au caisse, comme un trouble psychologique après un grand stress. Et ben là aussi, je pense qu'un soutien psychologique, ça ne veut pas faire de mal. Et c'est vrai que pour l'instant, moi-même, je n'ai pas tellement proposé ce genre de choses parce que je pensais que je sais pas, j'arrivais pas à franchir le pas. Mais là, j'ai vu que l'Académie de médecine le recommande. Donc, si l'Académie de médecine le recommande, eh ben, pourquoi pas? Il faudra les envoyer chez un psychologue. Donc voilà, donc pour les Covid longs, c'est sûr qu'on n'a pas de solution, c'est sûr qu'on n'a pas. Maintenant, vous avez beaucoup de groupes. Je sais que dans notre groupe, on a quelqu'un qui s'occupe d'un autre groupe de Covid long, J160 ou J120, je ne sais plus comment s'appelle ce groupe. Donc vous pouvez aller sur ces groupes de Covid long, vous verrez que vous n'êtes pas tout seul. Il paraît qu'aux États-Unis, il y a des groupes encore qui sont 2, 3, 4, 10 fois plus importants que les nôtres. Donc c'est quelque chose qui est en train d'être reconnu, on en parle dans les journaux, on en parle chez les médecins. Et donc, pour l'instant, c'est vrai qu'on on comprend pas trop comment ça arrive, mais tout ça va évoluer. Moi, je suis pas pessimiste. J'espère que tout ça va passer. Mais en tout cas, dès maintenant, vous pouvez déjà avoir quelques actions positives qui peuvent vous améliorer votre situation. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour les Covid longs. Je sais que c'est très délicat, c'est très douloureux, mais il faut pas perdre confiance. Il faut toujours essayer d'aller de l'avant, même si vous êtes psychiquement très fatigué. Il faut quand même essayer d'avancer. Les douleurs neuropathiques, effectivement, on peut avoir, plein de signes cliniques peuvent exister chez les Covid longs. Il y a plein de signes cliniques. C'est pour ça que je peux pas tous les énumérer, sinon je passerai mon heure de vidéo dessus. Je suis obligé de passer à l'essentiel, mais c'est vrai qu'il y a des douleurs neurologiques.
Puis il y a surtout les paires d'odorat. Et les paires d'odorat, c'est quelque chose qui est un grand problème, parce que les gens, le fait de ne pas avoir d'odorat, il y en a qui vivent très bien sans odorat, il y en a qui se dépriment le fait d'avoir d'odorat. Alors je vous réexplique, je sais, vous savez que j'ai fait une vidéo avec ma copine Charlotte Hautefort de l'hôpital de la Riboisière, qui est spécialiste de l'odorat. Je vous réexplique tranquillement ce que c'est, les différents types d'atteintes d'odorat qu'on peut avoir. On peut avoir une atteinte juste au niveau des cellules du nez, du virus juste au niveau des cellules du nez. Donc on va avoir une perte d'odorat d'une quinzaine de jours et ça va récupérer assez rapidement. La deuxième possibilité, c'est qu'on ait une atteinte au niveau du bulbe olfactif, c'est-à-dire au niveau de la racine entre le cerveau et le nez. Et à ce moment-là, la perte de goût et d'odorat va durer à peu près 2 mois. Et la troisième possibilité, c'est d'avoir une atteinte entre le bulbe et le cerveau. C'est-à-dire que on va avoir une déconnexion du cerveau et du bulbe. Ce qui fait que le cerveau va perdre toute notion d'odorat. Et ça, c'est beaucoup plus long à récupérer. Ce sont des pertes d'odorat qui vont durer beaucoup plus longtemps, qui peuvent durer jusqu'à 2 ans. Et ils sont beaucoup plus difficiles à récupérer. Alors, le traitement, les différents traitements, on a vu, je sais pas, je vous avais fait passer l'article sur Le Monde sur les atteintes olfactives. Je sais pas si vous avez lu, mais au début, quand on a une perte d'odorat, dans les premiers jours, on a un œdème qui se trouve juste au niveau de la racine du nez. Et cet œdème au niveau de la racine du nez, vous me direz, pourquoi on ne le traite pas tout de suite? Parce que si on le traite tout de suite, cet œdème va disparaître et on évite que ça atteigne le bulbe et tout ça. Mais le problème, c'est que beaucoup pensent que cet œdème, c'est ce qui empêche le virus de passer au travers le bulbe olfactif et d'atteindre le cerveau. Donc c'est pour ça qu'on ne donne pas de cortisone pour l'odorat, parce que le traitement de la perte d'odorat, c'est le cortisone. C'est pour ça qu'on ne veut pas donner de cortisone au départ, dans les 15 premiers jours, parce qu'on a peur que si on réduit cet œdème, le virus aille plus haut. Donc c'est pour ça que le traitement, si on doit commencer à traiter si on n'a pas récupéré au bout de 15 jours, 3 semaines, c'est qu'on ne sait pas encore si c'est au niveau du bulbe ou au niveau du cerveau, mais on peut commencer à donner de la cortisone puisque le virus a disparu du corps. On donne de la cortisone par comprimé et par pulvérisation nasale. Et si le patient nous consulte, ça fait 3 mois qu'il a déjà perdu l'odorat, donc ce n'est plus le bulbe, la cortisone ne servira plus à grand chose. Par contre, il faudra rééduquer l'odorat. Alors comment on réduit l'odorat? Il faut faire tous les jours sentir des odeurs. Alors vous avez, moi ce que je fais, c'est que je fais acheter je fais acheter à mes patients un jeu qui s'appelle le loto des odeurs. Vous le trouvez sur Internet, ça vaut 29 €. Il y a 30 fioles à l'intérieur et tous les jours, vous devez, matin et soir, sentir les fioles pour que votre cerveau se réapproprie les odeurs. En fait, c'est comme un bébé qui n'a pas d'odorat et qui va découvrir en 2-3 ans toutes les odeurs, en fait. Et donc, vous devez faire comme lui, c'est-à-dire vous devez faire comme si vous n'avez jamais eu d'odorat et réapprendre la rose, le clou de girofle, le tabac, le musc, enfin toutes les senteurs possibles. Voilà. Donc ça sera le traitement pour ceux qui ont une perte d'odorat qui dure plus que 3 mois. Et ça, c'est par de la rééducation, doucement, vous allez récupérer cette perte d'odorat. Et en tout cas, normalement, au bout c'est rare qu'on ne récupère pas de la perte d'odorat sur la durée. Alors, donc ça, c'était pour les Covid longs avec les pertes d'odorat. Alors, je voudrais maintenant vous parler du traitement. Alors pourquoi vous parlez du traitement? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a quand même maintenant un espèce de consensus. Alors, je me suis intéressé un peu cette semaine au traitement américain. Et je voulais voir comment on était, nous, en France, par rapport à l'Amérique. Je me suis dit, peut-être que nous, on n'est pas bon, ou on ne sait pas. Et j'ai vu qu'il y a une chronologie. Alors d'abord, avant de parler du traitement de l'Amérique, je voulais d'abord vous expliquer comment se passe la maladie. Alors la maladie, elle se passe en deux phases. À J0, vous avez une réplication virale. Je ne sais pas si vous voyez bien là. À partir du 5e, 6e jour, vous avez la réaction inflammatoire, la cytokine storm. Vous savez, le choc cyclotimique
qui est maximum au 11e jour. C'est pour ça qu'on a peur toujours du 11e jour. Et à partir du 7e jour apparaît aussi les microthromboses. C'est pour ça qu'on vous parle souvent d'anticoagulants. Alors, au début de la réplication, vous avez les signes cliniques, la fièvre, la toux, les malaises, le nez bouché, la perte d'odorat, du goût et tout ça. Après, quand commence la réaction inflammatoire, vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien, quand commence la réaction inflammatoire, vous commencez à avoir la toux vers le 5e jour. Au 11e jour, c'est la désaturation et la dyspnée qui peut nous amener en réanimation. Et à partir du 7e jour, les anticoagulants. Alors, ça, c'est un schéma qui a été fait par le professeur Peter McCulling from Baylor University Medical Center in Texas. Et je voulais vous le montrer parce que ce schéma, quand même, explique pas mal les choses. Donc vous avez compris, vous avez une réplication d'abord du virus. Au 5e, 6e jour, vous avez la réaction inflammatoire qui commence avec le choc cyclotimique qui vient le 11e jour. On le savait de ça, mais là ça a été mis avec ce schéma et montre bien l'évolution. Et au 7e jour, vous avez des microthromboses. Et ce schéma permet de mieux comprendre le traitement et de mieux hiérarchiser les médicaments et ne pas tout mettre en même temps, les anticoagulants, le truc, voilà. Et là, voilà. Donc ça vous permet de mieux savoir et de mieux comprendre les choses. À partir du moment où vous savez ça, voilà. Vous avez ici, toujours avec ce même professeur, les différents traitements qu'il préconise. Et vous verrez qu'on n'est pas très loin d'eux. Alors, si le patient a 50 ans, a moins de 50 ans, s'il se porte bien, et s'il n'y a pas de problème, il reste en quarantaine et on lui donne rien, aucun traitement. Donc, moins de 50 ans, sans aucun signe clinique, quarantaine, pas de traitement. Pour les patients maintenant, qui ont plus de 50 ans, avec une seule comorbidité, c'est-à-dire qu'ils ont un poids supérieur à 30, un indice de masse corporelle supérieur à 30, qu'ils ont des problèmes de cœur, de cœur, un cancer, enfin du diabète, voilà. Qu'est-ce qu'on recommande? Immédiatement, alors, dans la chambre, il faut aérer. C'est Macron qui l'a dit cette semaine, aérer les chambres. Ben voilà, il faut déjà aérer, réduire la réinoculation, donc l'isoler, ne pas multiplier les charges virales. Il faut lui donner d'emblée du zinc. En même temps, il faut donner... Alors, eux, ils donnent la chloroquine avec de l'azithromycine ou de la doxycycline. Sinon, ils donnent des antiviraux que nous, on n'a pas en France. Hein, c'est le enfin, des antiviraux que nous, on n'a pas, avec l'azithromycine et le doxycycline. Donc, vous voyez qu'eux donnent d'emblée 2 antibiotiques, du zinc, de la vitamine C, bien sûr, tout ça. Au 5e jour, on a vu tout à l'heure que le 5e jour, c'est là que les symptômes, que l'inflammation commence. Au 5e jour, c'est là que les problèmes respiratoires commencent. Ils introduisent la cortisone. Donc l'histoire de Trump qui a pris la cortisone en traitement, on avait dit que c'était étonnant. Non, en fait, ils ont raison. La cortisone, c'est très mauvais les 5 premiers jours, ça diminue l'immunité et ça aggrave. Mais à partir du 5e jour, quand la réaction inflammatoire va commencer, il est bon de prendre de la cortisone, 1 mg kilo, comme il est dit ici sur cette préconisation du professeur. À partir du 7e jour, vous avez vu qu'il y avait les problèmes de microcoagulation. Donc là, il introduit l'aspégique 125.
Vous voyez là, Aspégique 125. Donc là, il rentre les anticoagulants, plutôt l'Aspégique 125, parce que ça doit suffire. Au niveau de l'oxygène. Alors, au début, vous avez l'aération, ici c'était room air, l'aération de la chambre. Au 5e jour, si vous avez des problèmes respiratoires, il faut de l'oxygène à la maison. Il faut faire amener de l'oxygène à la maison pour maintenir votre taux d'oxygène au-dessus de 93, au-dessus de 95. Donc vous voyez que les Américains font venir de l'oxygène à la maison. Et malheureusement, au 11e jour, au niveau du moment où on a le choc cytotymique, à ce moment-là, il faut réévaluer la situation, éventuellement l'hospitalisation, si la saturation, malgré le taux d'oxygène, ne tient pas. Donc voilà, dans ce schéma, quelque chose qui est bien schématisé, comme dit le schéma, bien sûr, et qui vous montre comment se passe le traitement et les différentes phases de traitement. Et vous voyez comment vous comprenez mieux, quand vous avez vu l'évolution de la maladie, vous comprenez mieux les différentes phases du traitement. Donc dans un premier temps, un traitement, les 4-5 premiers jours, un traitement, mais moi je le préconise quand il y a de la fièvre seulement, je ne commence pas les antibiotiques s'il n'y a rien. Un antibiotique, voire 2, plus un antiviral que nous ne pouvons pas donner. Le 5e jour, si vous avez des problèmes respiratoires, vous donnez la cortisone. Si, malgré la cortisone, vous avez des problèmes d'oxygénation, de désaturation, vous amenez l'oxygène. Au 8e jour, vous rentrez les anticoagulants, ou du moins l'aspirine. Et si au 11e jour, vous faites le choc psychotymique et vous tombez à moins de 90, malgré l'oxygène, eh bien c'est l'hôpital. Et la réanimation s'ouvre, malheureusement. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Alors ça, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est le traitement préconisé par le docteur Peter McCullough. En gros, vous voyez que c'est pratiquement ce qu'on fait en France. On est très très proche. Alors, l'oxygène, chaque fois que je dois amener de l'oxygène chez quelqu'un, il pense qu'il est au bout de sa vie et qu'il va mourir. L'oxygène, c'est juste avant de mourir. Mais non, quand on envoie de l'oxygène, vous avez vu, c'est pour que toujours le patient garde une bonne oxygénation, une bonne fonction pulmonaire. Vous savez, il y a des gens, et j'en ai pas un, j'en ai plusieurs, qui ont 50% de terrain de poumons atteints. Avec 50% de poumons atteints, il faut qu'ils aient de l'oxygène. C'est difficile de rester avec 50% de poumons atteints et sans oxygène. Ils disent, il ne veut pas d'oxygène, on dirait que je vais leur apporter, ils sont pré-mortem. Non, ça les soulage. Souvent, c'est des formes qui sont pas graves, ils désaturent pas trop, mais même s'ils désaturent pas trop, l'oxygène, ça leur amène un soutien, ça leur permet de rester en forme, ça leur permet de ne pas désaturer, ça leur permet de ne pas chuter brutalement. Et puis si malgré l'oxygène, ça chute, eh ben merde, il faut aller à l'hôpital et c'est tout, on n'a pas le choix. On peut pas rester, l'oxygène, ça va pouvoir vous sauver de tout. Mais sachez que c'est très facile d'obtenir de l'oxygène à la maison. Et il suffit que votre médecin vous le prescrive et une heure après, vous l'avez. Et l'oxygène vous aidera à passer beaucoup de caps. Et vous voyez, vous avez vu aux États-Unis, c'est très fréquent. Ils amènent l'oxygène et ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème. Vous voyez, je vous le remontre. Vous voyez, home oxygène if needed. Voilà. C'est tout. Donc vous voyez que c'est pas un problème. C'est une étape du traitement. C'est une arme thérapeutique. Ce n'est pas quelque chose de grave, ou ça signe pas le fait que ça va être grave ou quoi. Non, c'est pas l'oxygène vendu en magasin de bricolage. Alors Jean-Luc Hadar, vraiment là, tu me tues. Non, alors là, on est sérieux, on est quand même dans un niveau médical. On parle pas de bricorama et de choses comme ça. Nous, c'est de l'oxygène médical. On vous envoie avec des techniciens professionnels qui vous montrent comment ça marche, qui vous donnent le niveau. C'est la prescription est faite par le médecin. Le médecin va donner le débit, c'est-à-dire le nombre de litres par minute, le nombre d'heures minimum que vous devez faire par jour. Ce n'est pas
ce n'est pas du tout du bricolo, hein, c'est pas du tout du bricolo. C'est pas du tout, Jean-Luc, faut pas rigoler. Là, on est sérieux, on rigole pas avec ça. Vous n'allez pas acheter chez Amazon ou bricolo de l'oxygène. Non, non, c'est pas comme ça, c'est pas du self-service, il y a des structures qui sont spécialisées et qui vous montrent comment ça marche. Ne faites pas le bricolo. Moi, le seul que j'ai vu, c'était en mars, qui avait pris une bouteille d'oxygène chez Amazon et qui a voulu faire ça, il a failli tomber, il a tombé s'intoxiquer à l'oxygène, il est tombé dans les pommes, et parce qu'il a mis n'importe quoi. Enfin bon, c'est pas un jeu, ce n'est pas un jeu. C'est sérieux, c'est un traitement d'appoint dans ce Covid qu'il faut utiliser à bon escient et pas n'importe comment et de manière anarchique. Donc ça c'est pas bon du tout, hein, Jean-Luc. Ne me fais pas des remarques comme ça, parce que c'est pas bon. Voilà. Donc voilà pour vous rappeler donc le traitement qui est préconisé aux États-Unis et que nous préconisons nous-mêmes d'ailleurs, hein. Donc dans un premier temps, les antibiotiques, le zinc, la vitamine C, la vitamine D et une ampoule de vitamine D. Après, au 5e jour, vous introduisez la cortisone si vous avez des troubles respiratoires. Entre le 5e jour et le 11e jour, si vous avez des désaturations et des troubles respiratoires plus importants, ou si sur le scanner des poumons, vous voyez que vous avez des atteintes très importantes, vous faites venir l'oxygène. Au 7e jour, 8e jour, seulement, et non pas comme ils font à Tunis depuis le début, des anticoagulants, mais c'est pas la peine de prendre des Levenox et tout ça, de l'Aspégique 100, ça suffit, l'Aspégique 100 ou l'Aspégique 300, ça suffit. Donc c'est pas la peine de prendre des anticoagulants à forte dose, parce que c'est là où on a la phase de thromboembolique. Et donc voilà le traitement. Et puis malheureusement, si au 11e jour, 12e jour, c'est le 11e jour le pire, si au 11e jour, ça dégénère, malheureusement, vous devrez aller en réanimation. Et ça, malheureusement, on peut pas grand-chose. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était pour le traitement et la physiopathologie de cette maladie. Et je pense que c'était intéressant d'en reparler parce que on comprend mieux les choses quand on comprend comment se développe cette maladie. Et ça, maintenant, on le sait. Alors donc, on arrive à la réanimation, puisque on est arrivé du premier jour où on était en bonne santé, et malheureusement, au 11e jour où on est emmené par le SAMU, malheureusement. Alors là, la réanimation, il faut dire que ça a fait des progrès énormes. On a voulu interviewer des patrons de réanimation pour le groupe, pour nous dire comment ça se passait. On n'a pas pu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, d'une manière générale, les protocoles de réanimation, c'est simple. Vous rentrez, vous avez un poumon qui fonctionne pas. Il va cicatriser. On sait qu'il va cicatriser. On sait qu'il va évoluer de bon sens. C'est comme dans les Covid longs. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, même si vous avez 50% de poumons atteints, ça va régresser. Le problème, c'est qu'il faut maintenir une bonne saturation du sang, donner donc des anti-inflammatoires pour les phénomènes inflammatoires qui ont envahi le poumon, des anticoagulants, tout ça est fait en réanimation bien sûr, des anticoagulants pour les troubles thromboemboliques. Donc ça, c'est le traitement de base. Et après, il faut traiter ce qui peut apparaître en réanimation. Si vous avez un diabète, vous pouvez dégénérer un diabète. Vous pouvez attraper une maladie nosocomiale, attraper un microbe en réanimation, c'est très fréquent. Donc il faut traiter tout ce qui peut arriver en réanimation. Et souvent, les médecins de réanimation ont un protocole avec l'utilisation d'un médicament un peu spécifique. Certains en France utilisent le Remdesivir, vous savez, l'antiviral. D'autres utilisent cellules souches. Probablement, on ne connaît pas forcément les traitements qu'ils utilisent, mais dans tous les hôpitaux, il y a le traitement classique que je viens de vous dire, mais il y a aussi des traitements spécifiques. Je sais, pour avoir malheureusement eu quelques amis en réanimation, on demande à la famille de pouvoir les utiliser, de pouvoir les tester sur les patients, et les patients acceptent toujours parce que sinon c'est compliqué. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour les réanimations. Donc les réanimations, elles ont fait des progrès énormes. C'est plus du tout le même topo, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est énorme ce qui s'est passé en réanimation. Dieu merci d'ailleurs, je pense que c'est grâce à ça qu'on n'a que 84 morts ou 90 morts par jour et non pas les 1000 morts du début. Je pense qu'ils connaissent la maladie, ils savent mieux la gérer. J'espère en tout cas que, vous savez, l'ECMO, là, c'est un appareil magnifique qui permet une oxygénation extracorporelle de votre corps.
et en collatéral, quoi. C'est-à-dire qu'on met, en fait, le sang est oxygéné par une machine et non pas par vos poumons. Ça permet à vos poumons de se reposer pour arriver pour cicatriser et revenir guéri de cet épisode. Alors, donc voilà pour les réanimations. Les réanimations en France, c'est bien. Franchement, c'est bien. Donc vous voyez, je sais pas qui m'avait dit au début des nouvelles anxiogènes. Pas du tout, les nouvelles sont pas anxiogènes. Les nouvelles sont réalistes. L'épidémie, si vous voulez, on va revenir à la fin, elle est plus importante que ce qu'elle était il y a un mois. Mais les traitements sont là, en ville, à l'hôpital. Ça bouge. On commence à mieux connaître. C'est quand même important. C'est pas négligeable. Voilà. Alors les tests, je voulais vous revenir sur les tests. Les tests antigéniques, ça va révolutionner l'histoire. Hein. Ça, c'est vraiment une réponse en un quart d'heure. C'est magnifique. Vous faites le patient vient, vous savez pas si c'est une grippe, c'est le Covid, c'est une angine, c'est pas quoi. Vous faites le test, vous éliminez ou non le Covid. Ça vous fait gagner un gain de temps pour le patient et pour vous énorme. Vous ciblez tout de suite le traitement, vous avez le résultat. Je pense que ces tests sont amenés à se développer, partout. Dans les pharmacies, je ne crois pas que les pharmaciens le feront. D'abord, techniquement, il y a quand même une certaine technicité à le faire. Moi, j'en ai fait quelques-uns. Il y a une certaine technicité pour les faire. Et en plus, c'est dangereux. C'est dangereux. Quand vous tirez les couvillons du nez, si la personne est positive, vous ramenez des milliards de virus. Donc, c'est quand même un test qui n'est pas anodin, qui est dangereux. Il y a des précautions sanitaires à prendre qui sont très strictes. Et je ne sais pas si dans toutes les pharmacies, on pourra faire ça. Je crois pas. Moi, je crois que ça serait réservé pour les médecins généralistes ou les médecins ORL, ou je sais plus qui. Mais je pense que les pharmaciens, je pense que c'est un peu compliqué pour les pharmaciens, pour leur sécurité, et puis même techniquement, c'est pas quand même facile. Voilà, moi j'en ai fait quelques-uns, et je peux vous dire que je serais pharmacien, je sais pas si je les aurais fait. Alors, donc ça c'était pour les tests. Ils vont venir, c'est vraiment une petite révolution, vous gagnez un temps fou et c'est magnifique. Alors, les mesures prises par notre président. Donc je continue, le planning, vous l'avez dit, on arrive presque à la fin. Donc les mesures prises par notre président, le couvre-feu. Le couvre-feu, ça a été discuté. La dernière fois qu'on a fait un live, ça a été discuté. Bon, mais la France, c'est un pays de râleurs, ils râlent tout le temps. C'est pas bon, c'est pas bien, c'était pas bien. Moi, je trouve que c'est mieux que rien. Et si on peut empêcher les jeunes de faire la fête entre eux dans des bars et tout ça, le soir jusqu'à 1h du matin, c'est toujours mieux que rien, ça diminuera. Vous savez, les contaminations, tout le monde est sûr d'avoir pris 1000 précautions et se disent comment j'ai pu être contaminé. Comment j'ai pu être contaminé comment ils ont pu être contaminés? C'est leurs enfants qui sont venus pour un dîner de famille. C'est les dîners de famille qui sont les pires. En fait, ils viennent, les gens enlèvent le masque, on ne pense pas aérer. Même si on est 6, il suffit d'un pour contaminer les parents. Hein. Encore cet après-midi, j'ai eu au téléphone 2 parents, un père et une mère, qui étaient positifs les deux. Comment ça s'est arrivé? C'est arrivé que un des enfants, qui avait eu un contact quelques jours avant, leur a passé. Voilà. Donc, pour moi, c'est mieux que rien, le couvre-feu. Il fallait prendre une décision. La décision a été prise, et c'est là. Peut-être qu'on sera amené à aller vers un confinement de nouveau. Je sais pas. Les mesures sont hiérarchisées. Je laisse le gouvernement faire. Ils se débrouillent comme ils peuvent. Vous savez, aucun pays n'a réussi vraiment. Regardez l'Allemagne qu'on disait, l'Israël qui se disait les meilleurs du monde. Voilà où on en est. Les Tunisiens aussi. Les Allemands ont aussi commencent à remonter. C'est vraiment un virus terrible. Personne ne sait vraiment le prendre et je crois pas qu'il y ait une manière spécifique de le prendre pour vous en sortir. Voilà. Donc ça, c'était pour notre président. Quelle est la situation en France? Donc, faut pas blâmer le président, il fait ce qu'il peut, c'est pas facile. Pas facile, je vous assure, c'est vraiment pas facile. Alors, la situation en France, je vais vous montrer cette photo que vous connaissez tous maintenant par cœur. France, je sais pas quoi, là, la situation en France, sur France gouverne impôts, je sais pas quoi. Non, c'est pas les impôts, mais bon. Alors, donc vous la connaissez, ça c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, 967 000. Bon, ce qui est important, c'est le taux de positivité. Le taux de positivité, malheureusement, il est monté à 13. On était à 5 il y a 3 semaines. Quand nous, on était à 5, les Israéliens étaient à 15, les Tunisiens étaient à 30. Aujourd'hui, les Israéliens sont à 5 et nous, on est à 13,1.
ça a été monté de manière très, 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 très rapide. Il y a 1269 patients en réanimation, mais bon, tout est monté très vite, c'est comme ça. C'est la seule chose qui nous rassure, c'est que le nombre de décès, malheureusement, qui est toujours trop élevé, bien sûr, 90 décès, c'est déjà trop, mais c'est quand même moins que ce qu'on avait à l'époque. Je pense que je vous avais dit à l'époque, ici, il y a une deuxième vague, on va passer de 30 000 à 35 000 morts. Pour l'instant, on est à 33 000. Bon, on ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, je pense que c'est la réanimation. Si elle n'est pas pleine, si on arrive à ralentir les arrivées en réanimation, mais enfin, je vois les gens, je reçois des messages. Hier soir, encore un patient de 52 ans qui est parti en réanimation intubé. C'est quand même dur, hein, donc il faut quand même faire des efforts. Enfin, moi, je suis beaucoup passé en téléconsultation, mais bon, il faut faire attention. Voilà, donc la situation en France, vous la connaissez, elle est ce qu'elle est. On peut rien faire. Enfin, une petite touche, pour finir, une petite touche un peu sympathique, ou du moins une touche truc, parce que c'est les vacances de Toussaint, et beaucoup veulent voyager, donc j'ai pensé que c'était le moment de reparler un peu des aéroports, des avions. Je vous ai envoyé cette semaine, un post où je vous ai dit que l'aéroport était l'endroit le plus dangereux. De l'aéroport et l'endroit qui est un endroit très dangereux. Ça, je vous l'avais déjà dit en juillet. Mais là, l'endroit le plus dangereux, c'est un lancement dangereux, du dangereux, plus que les toilettes de l'aéroport, c'est les bacs de bagages. Vous savez, quand on fait la queue pour passer la douane, vous enlevez la valise, vous enlevez votre ordinateur, les chaussures, vous mettez ça dans des petits bacs et qui passent sous le scanner. Alors là, c'est l'endroit où il y a des milliards de virus. Imaginez, vous avez marché à pied sur les virus, parce que les gens qui toussent, ils crachent, les virus tombent par terre. Vous marchez dessus, après ces chaussures, vous les mettez dans le bac, et l'autre qui met dans le bac, et vous prenez après dans le bac, et les bacs, enfin bon bref. Dans une journée, le bac, il fait 25-30 personnes. Donc, tous les virus restent composés. Donc, si vous avez à prendre l'avion, essayez d'éviter ce moment. Si vous avez des bagages, essayez d'avoir des bagages en soute plutôt que des bagages à main où vous devez tout ouvrir, tout montrer et où vous devez mettre les chaussures. Enfin bon, c'est l'endroit qu'il faut faire attention. Ayez des gants peut-être, du gel hydroalcoolique plein, ne quittez pas votre masque et surtout ne mettez pas les mains sur les yeux parce que vous savez que 20% des contaminations se font par manuportage, par les mains. Donc ne mettez pas les mains dans les yeux, ça c'est très important. Alors, après, c'est l'avion. Est-ce que l'avion est plus sécurisé que le train? Parce qu'il y en a encore qui vont partir. Je pense qu'on n'a pas fini de partir. Alors voilà, j'ai trouvé ce schéma, je vous le montre. Aujourd'hui, c'est une grande première avec les schémas. Hein. Voilà. Alors vous voyez quoi? Vous voyez qu'en fait, l'aération dans l'avion se fait par les côtés. Et non pas de l'avant en arrière. C'est-à-dire que vous avez l'air est aspiré de l'extérieur. Il est filtré par les mêmes filtres qu'au bloc opératoire, et l'air est envoyé dans la rangée. Et il est expiré ici, sortie d'air. Donc en fait, il n'y a pas de flux d'air d'avant en arrière. Le flux d'air est toujours latéral, et donc ce flux d'air ne fait que une rangée. Donc si vous êtes bien masqué, si vous n'avez quand même pas la poisse d'avoir deux Covid positifs dans la même rangée que vous, normalement, l'air que vous avez aspiré est filtré, il est sorti, et donc normalement, vous devriez avoir, vous voyez, l'air recyclé est filtré, un cheminement circulaire en tranches, par rangée de sièges, évitant une progression longitudinale d'avant en arrière ou inversement. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que vous avez une ventilation qui se fait par tranche. Donc en fait, l'avion, une fois que vous êtes arrivé, ce que je vous ai toujours dit, quand vous rentrez à l'aéroport, mettez un masque FFP2. Faites attention à tout dans l'aéroport. Tout est dangereux, les cafés, les trucs, tout. Et le pire, c'est au moment où vous allez passer la douane, là, la police, quand ils fouillent vous mettez dans les bacs pour passer après sur le scanner. Donc ce moment-là, peut-être mettre des gants, vous lavez les mains, vous faites très attention. Ne portez pas la main aux yeux, gardez bien vos masques. Mais une fois que vous êtes dans l'avion, si vous gardez votre masque, moi je vous conseille toujours le FFP2. Si vous le gardez, normalement,
vous devriez passer tout ça normalement et il ne devrait pas y avoir trop de problèmes pour continuer. Alors, est-ce que l'avion est plus sécure que le TGV? En fait, depuis les reprises d'études, il y a seulement 42 suspicions de patients atteints du Covid en avion, alors que dans c'est les Chinois qui ont fait l'étude, dans les TGV chinois, il y a eu plus de 2300 patients qui ont été infectés. Donc l'avion est plus sécure que le train, mais ce qui n'est pas sécure, c'est l'aéroport. Donc voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Si vous devez voyager dans les jours qui suivent, faites attention, prenez plutôt l'avion maintenant, mais quand vous arrivez à l'aéroport, alors qu'à l'époque, en juillet, je vous avez dit prenez le train. Ben, voilà, les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges de demain, ça vous le savez depuis toujours. Et donc voilà. Alors voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On a fait un peu le tour de la question. Moi, je suis quand même assez optimiste puisque on a quand même beaucoup de gens. Salut Sandrine, comment vas-tu? On a beaucoup quand même une certaine concordance dans les traitements et ça, c'est quand même assez rassurant. Donc, on voit qu'on cerne beaucoup mieux ce virus. On ne l'a pas encore combattu de manière efficace parce qu'on n'a pas le médicament contre. Mais vous voyez que le traitement qu'on a préconisé, c'est un peu ce qu'avait pris Trump à l'époque. Donc il a pris un traitement comme nous, on aurait fait en ville, de l'oxygène, des anticoagulants, un antiviral, des antibiotiques, du zinc, tout ça. Donc tout ça est assez optimiste. Je voulais terminer en vous disant que plusieurs personnes m'ont fait la remarque que Macron avait terminé son allocution mercredi ou jeudi en disant unis on est plus fort. Eh ben nous on dit ensemble on est plus fort. Voilà. Donc je voulais vous souhaiter une excellente semaine et à la semaine prochaine, dimanche à 19h. Salut. Paul Blanc, je suis d'accord avec vous, vous avez fait... Il ne veut plus s'arrêter. C'est une sorte de fou, ça. J'arrive pas à arrêter la vidéo. Ah non, t'arrives pas. On m'a dit les gens de fou. Elle rejoint la vidéo. J'ai dit, allez, je vais rejoindre la vidéo. Oui, je dis le seul qui est là, tu peux déconner, c'est toi. J'arrive pas à arrêter. Je me suis dit peut-être que tu vas venir, on va l'arrêter. J'ai fait une super randonnée aujourd'hui. Hein. Je sais, j'ai vu. Et dis-moi, vous êtes toujours au confinement, vous? Non, on est sorti du confinement depuis ce matin. Depuis ce matin? Ouais, Ouais, c'est ce que j'ai dit. On était limité à 1 kilomètre de la maison. Maintenant, on peut aller où on veut. Mais par contre, tous les établissements recevant du public sont toujours fermés. C'est-à-dire qu'on peut faire que des commandes à emporter ou en livraison. D'accord. Ok. Bon, je vais essayer de raccrocher, mais Pierre, si je raccroche pas, j'invite quelqu'un d'autre. Il veut pas raccrocher.
J'ai invité. Allez, Norbert Marek. Tu connais Norbert Marek? Ah, non, il faut que tu partes, toi, d'abord. Vas-y, Ok. vas-y. Salut, bye. Ciao, salut. Il ne veut pas finir cette vidéo.